Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. C'est effectivement, comme disait Jean-Paul, un plaisir de se retrouver, même si c'est en distanciel, mais je crois qu'il y a seulement le distanciel qui nous permettrait là de nous réunir tous à cette heure-là et, et à cette date. Et donc, voilà, il faut pouvoir profiter de ces opportunités. Voilà, nous avons été missionnés pour effectivement participer à ce webinaire grâce à tous les acteurs de l'expérience patient. Et donc, c'est le plaisir pour moi de présenter Amak Wevi qui va commencer ce webinaire, un des fondateurs de l'association fondatrice de l'expérience patient. Donc, je pense, Amak, tu pourras bien peut-être expliciter à tous les auditeurs qu'est-ce que c'est l'expérience patient, comment votre association a été fondée et comment elle peut aider tous les acteurs de la santé à mieux travailler. Stéphanie aussi, Buñuel va nous présenter un résultat de groupe de travail qui a été pluridisciplinaire et donc qui va également être porté à la connaissance des professionnels de santé. Et donc, moi, je terminerai un peu par le point de vue habituel voilà, du radiologue dans sa vie quotidienne. Quelles sont les expériences qu'on a déjà faites, quelles sont les difficultés, comment essayer de résoudre aux attentes des patients. Et donc, voilà, je pense, Amak, que tu pourrais donc commencer par une petite overview de l'expérience patient en France, puisque au départ, c'est plutôt nos amis anglo-saxons qui étaient un petit peu voilà, sur ce sujet. Merci beaucoup, Amak, de ta participation. Merci beaucoup, Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, moi, je suis ravi d'être là et ravi que vous consacriez cette session à l'expérience patient. C'est vrai que c'est un sujet important, un sujet qui est de plus en plus au cœur des préoccupations à la fois des professionnels de santé dans leur exercice quotidien, mais aussi dans les préoccupations des différentes institutions de santé qui cherchent à davantage réguler le système de santé, à améliorer la qualité du système de santé en se fondant sur les retours d'expérience des patients. Donc, voilà, quand on parle d'expérience patient, même si tout le monde n'est pas familier de ce terme, je crois que ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que finalement, c'est quelque chose d'assez simple. L'expérience patient, c'est le vécu des usagers du système de santé, c'est la manière dont ils perçoivent les choses. Et évidemment, tout cela nous délivre des enseignements qu'il est utile de prendre en compte quand on est professionnel de santé dans sa pratique quotidienne. Alors, on définit l'expérience patient comme l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Vous voyez, c'est une définition qui est assez large et qui recouvre tout type de cas de figure. On insiste aussi sur le fait que ces interactions, elles sont façonnées à la fois par l'histoire de vie de la personne concernée, sa singularité, mais aussi par l'organisation de ce parcours et donc par toute l'architecture qui se met en place autour de la personne et de son entourage. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'insister sur le fait que l'expérience d'un patient, elle est aussi tributaire de la manière dont les professionnels de santé et l'organisation des professionnels de santé va s'organiser. Si on rentre de manière un peu plus précise dans la manière dont on peut aborder l'expérience patient, nous, on a coutume de dire que l'expérience patient, il y a vraiment 3 angles pour l'approcher. Alors, il y a un angle qui est assez documenté, qui est celui des questionnaires, des indicateurs, donc on va dire une focale autour de la donnée. Donc ça, je pourrais donner quelques exemples, puisque Laurence disait tout à l'heure que les anglo-saxons, c'est vrai, ont un peu d'avance sur nous. Aux États-Unis, par exemple, ils utilisent un questionnaire qui s'appelle le HCAHPS, qui est un questionnaire d'expérience, qui est donc délivré aux usagers du système et qui en font un retour
un retour centralisé qui est pris en compte pour l'allocation des ressources financières aux établissements. Donc, depuis la réforme Obama de 2008, si je ne dis pas de bêtises, on a une prise en compte dans la régulation du système des retours d'expérience des patients. Et ça a clairement contribué à développer cette notion d'expérience patient dans le système de santé américain, et ça a pris une importance capitale, puisqu'il y a des sommes et beaucoup d'énergie qui sont dépensées par les structures de santé pour faire en sorte que les résultats de cette expérience soient les meilleurs possibles et viennent donc sanctionner positivement les pratiques des professionnels. Donc, il y a vraiment toute cette sphère autour de la donnée et des indicateurs. Il y a une deuxième sphère autour de ce qu'on appelait l'observation. Donc, l'observation, c'est tout bête, hein. Quand on parle de l'expérience des patients, on peut l'observer de ses propres yeux en se plaçant à différents endroits du système. Alors, certains le font depuis une salle d'imagerie, d'autres depuis une salle d'urgence, mais on peut aussi le faire en suivant des patients à distance. J'ai l'exemple d'une clinique qui s'est amusée à installer des caméras GoPro sur la tête des patients pendant tout leur parcours chirurgical. Et ils en ont tiré effectivement des enseignements riches sur le flux par lequel ces patients passaient, quelles étaient les zones d'attente, quelles étaient les zones au cours desquelles les patients étaient en contact avec les professionnels de santé, dans quel moment ils étaient plutôt dans des temps faibles de leur parcours de prise en charge, et ça leur a permis d'en tirer des enseignements utiles et pratiques pour mettre en place des actions d'amélioration. Troisième angle d'approche, le narratif, le récit. Quand on parle d'expérience patient, on a aussi envie d'entendre les patients eux-mêmes s'exprimer à la première personne et dire voilà ce qu'ils ont vécu. Parce qu'on va apprendre des choses sur ce qui s'est passé et on va aussi apprendre des choses sur la manière dont ils l'ont ressenti. Et tout cela est extrêmement riche parce qu'on se rend compte que même des professionnels de santé expérimentés n'ont pas toujours eu l'occasion d'avoir ce type de retour. Et quand on parle d'expérience patient, on ne s'arrête pas à la dimension purement clinique de cette expérience. Évidemment, en tant que médecin, vous êtes amené à interroger le patient, l'anamnèse, hein, lui demander son historique, ses antécédents, etc. Mais son expérience, ça va bien au-delà de ça. Ça peut avoir une composante sociale, professionnelle, sentimentale, et tout ça, ça fait la vie et l'expérience vécue d'une personne qui est confrontée à un problème de santé. Et on se rend compte que de plus en plus, l'enjeu d'une médecine intégrée, c'est non plus de se focaliser simplement sur la pathologie ou la maladie, mais de prendre en compte le patient dans sa globalité. Donc, cette notion de narratif et de récit, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on va insister au sein de l'Institut français de l'expérience patient. Donc, chacune de ces méthodes a ses limites et son intérêt. Et c'est pour ça qu'aborder l'expérience patient avec ces trois angles, c'est une façon d'avoir une vision la plus complète possible sur ce que représente l'expérience patient. Alors, moi, je dirige depuis 6 ans maintenant l'Institut français de l'expérience patient. C'est une structure qui a pour objectif de soutenir les efforts des professionnels de santé dans l'amélioration de l'expérience des usagers. Et pour ça, on va travailler de concert avec les sociétés savantes, les associations professionnelles, les établissements eux-mêmes, les institutions de santé, bref, l'ensemble des acteurs du système. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on parle le même langage et puis qu'on trouve des modalités cohérentes et convergentes pour faire progresser l'amélioration de l'expérience patient. Alors, de façon concrète, on va développer une veille en France et à l'international sur ce qui existe, sur ce qui se fait, pour favoriser justement ce langage commun. On va chercher à faire en sorte que les professionnels de santé trouvent les voies par lesquelles aborder l'expérience patient de façon concrète. On va aussi jouer un rôle de conseil auprès des structures, des établissements de santé ou de services. Et enfin, on va aussi travailler avec des usagers du système de santé, leur faire prendre conscience que leurs retours d'expérience sont fondamentaux pour participer à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité du système tout entier. Donc ça, c'est vraiment le champ d'action de notre organisation, hein, l'Institut français de l'expérience patient.
Et j'en profite simplement pour dire rapidement qu'un des leviers importants de notre action, c'est des mises en situation concrètes que nous proposons dans le cadre de formation. Et ces mises en situation, elles permettent à des professionnels de santé d'avoir une première expérience de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation de l'expérience patient. Et ça, c'est une formation qu'on a conçue il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, qui se fait en 2 temps. Un premier module assez général avec des mises en situation où on s'entraîne à mener des entretiens avec des patients. Ensuite, les professionnels retournent dans leur établissement, mènent des entretiens avec des vrais patients qui sont passés par leur service. Et ensuite, on revoit ces professionnels pour débriefer ces entretiens et voir dans quelle mesure ils peuvent inspirer ces entretiens avec les patients qu'ils ont réalisés, peuvent inspirer des actions concrètes d'amélioration à l'échelle de leur structure. Donc, je le disais, hein, notre rôle, c'est vraiment un rôle d'animation de cette thématique, et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 2 ans, on anime des groupes de travail sur différentes thématiques. Et tout à l'heure, Stéphanie vous parlera de ce qu'on a fait sur la thématique de l'amélioration de l'expérience des patients en imagerie, mais vous le voyez, on travaille aussi sur la téléconsultation, sur l'expérience des proches, sur le parcours administratif et hôtelier. Donc, il y a vraiment une volonté de notre part d'aborder l'expérience patient par toutes les composantes possibles, et elles sont très variées. Laurent, je compte sur toi pour surveiller le timing. Hein. Tu me dis quand il me reste peut-être 2 minutes, de façon à ce que je puisse utiliser au mieux le temps disponible. Alors, simplement, pourquoi c'est important d'apporter de la considération, de prendre du temps autour de cette notion d'expérience patient aujourd'hui? Tout d'abord, j'ai envie d'insister sur le fait que si on se focalise aujourd'hui autant sur cette notion d'expérience patient, c'est parce que justement, elle met en avant cette notion de perspective de l'usager. Et quand on est professionnel de santé, on a une perspective qui est forcément différente. Et même si on le sent bien intuitivement, c'est vrai que dans l'activité quotidienne, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a toujours à l'esprit. Et donc, de mener des démarches de prise en compte de l'expérience patient, c'est une façon de réconcilier en fait cette perception un peu intuitive avec le décalage qui peut exister entre patients et professionnels de santé. Donc, pour l'illustrer, je prends souvent la notion de temps. Hein. La notion de temps qui, chez les professionnels de santé, est une succession de temps forts. Le parcours de santé, ou la journée, on peut dire, l'échelle de temps, la journée, c'est une succession de temps forts, alors que quand on est un patient hospitalisé, on est dans une alternance de temps forts et de temps faibles. Donc tout ceci peut être à l'origine de décalage dans la perception de l'écoulement du temps, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. On peut aussi mettre en avant le fait que si les professionnels de santé travaillant en équipe ont une compréhension globale de ce qui se passe, les patients souvent voient qu'un petit morceau de l'activité de prise en charge, et donc en sont réduits souvent à interpréter le reste. Et quand on est patient, l'interprétation qu'on est en mesure de faire, c'est souvent une interprétation qui est liée à sa propre situation de patient en situation de vulnérabilité, angoissé. Et donc, quand il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas ou qu'on ne comprend pas, ça génère une angoisse supplémentaire. Et donc, l'enjeu de la prise en compte de l'expérience patient, c'est aussi de limiter cet effet d'angoisse qui peut être le penchant naturel d'un patient dans un système complexe dont il ne mesure pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc voilà, en formation, souvent, on prend du temps pour expliquer en quoi la position de l'usager diffère de celle du professionnel, et que de là naissent toute une dichotomie qui peut être bien abordé si on y fait attention, et qui peut être à l'origine d'incompréhension, de tension ou d'angoisse pour les patients si on n'y prête pas suffisamment attention. J'échange souvent avec des professionnels de santé qui ont tendance à considérer l'expérience patient comme quelque chose qui est assez périphérique aux soins, en se disant l'expérience patient, par exemple, c'est que le patient soit confortablement pris en charge, c'est le fait qu'il soit dans de beaux locaux, dans des locaux lumineux, dans des
dans des conditions de prise en charge qui soient satisfaisantes. Mais il ne faut pas oublier que le cœur de l'expérience, c'est l'expérience clinique. Et ça, aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui viennent souligner l'intérêt qu'il y a à faire converger l'expérience avec la qualité, la sécurité des soins. Et donc là, l'étude que je mentionne, c'est une étude qui a cherché les corrélations entre expérience et qualité, sécurité des soins. Et donc, ça a permis de démontrer que, évidemment, l'expérience patient positive est corrélée avec de bons résultats sur les autres domaines, la réciproque étant qu'une mauvaise expérience clinique débouche aussi sur une mauvaise expérience au global pour les patients. Dernière diapositive sur laquelle je vais insister dans mon introduction, et puis après je laisserai la parole à Stéphanie pour vous parler plus en détail de ce qu'on a fait sur la radiologie, puis je pourrai évidemment répondre à vos questions. Pourquoi c'est important de consacrer de l'énergie et du temps à ce thème? Parce que dans les politiques de santé, c'est un thème qui va prendre de plus en plus de place. Je citais l'exemple des Américains qui ont fait de l'expérience patient un vrai axe de régulation de la qualité des prises en charge. C'est vraiment une direction que le système de santé français est aussi en train de prendre. Vous le voyez à travers le plan Ma Santé 2022, qui fait de multiples références à la prise en compte du vécu et des retours d'expérience des patients, une invitation à la mesure de l'expérience patient sous différentes formes. Il y a la certification V2020 à laquelle l'ensemble des établissements de santé est soumis et qui, elle aussi, donne une place plus importante à ce sujet. Pour ceux qui le connaissent, le système d'incitation financière à la qualité, lui aussi fait référence à l'expérience patient comme un moyen demain, en tout cas, d'allouer une allocation financière supplémentaire, même si aujourd'hui c'est fait de manière assez rudimentaire et modeste. On peut imaginer que dans le futur, en fonction des retours d'expérience des patients, il y ait une régulation plus forte, y compris une régulation financière, qui se ferait au bénéfice des établissements les plus performants sur ce thème. Donc, tout ça pour dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une accélération de la prise en compte de ce sujet qui se retrouve dans les plans stratégiques de nombreux établissements de santé, mais aussi une volonté de passer à une phase peut-être très concrète de la prise en compte de l'expérience patient. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va nous développer un certain nombre de programmes de formation-action. C'est la raison pour laquelle il y a aussi différentes organisations qui se consacrent à ce sujet, à ce thème. Et enfin, c'est pour vous qui êtes dans cette discipline de l'imagerie médicale, un moyen aussi de se projeter dans le métier du radiologue de demain, parce que, à mon avis, la différence entre les radiologues de demain se fera de moins en moins par la technologie et de plus en plus par la capacité à accompagner les usagers, les patients dans la compréhension de l'image et donc dans une étape clé de leur parcours de santé. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en introduction à ce thème. Merci Ama de ton éclairage. Et donc, on va peut-être tout de suite passer à l'intervention de Stéphanie Bunel. Bonjour, Stéphanie, on ne s'est pas encore salué. Bonjour. Merci, voilà. Et donc, je vais te laisser peut-être te présenter. Ce sera plus clair par rapport à tes fonctions professionnelles et en même temps ton implication dans l'Institut. Et puis, comme ça mettra aussi cet éclairage aussi qui est pluridisciplinaire et qui intéresse maintenant donc tous différents types de professions. Merci Stéphanie de ton intervention. Merci. Vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Stéphanie Bunel de Clerc. Je travaille chez Philips Health System en France, donc constructeur de dispositifs médicaux que je pense que vous connaissez, notamment en imagerie. Et je m'occupe de l'activité de conseil et transformation en santé. Donc, je dirige cette activité pour la France.
Et on accompagne en fait les établissements ou les services en fonction des sujets sur des sujets de transformation, d'optimisation, de performance et d'expérience. Voilà, donc à ce titre, et de par ma fonction, de par la stratégie de Philips et les valeurs de Philips, dans lequel on retrouve beaucoup de sujets sur la prise en compte de l'expérience des patients et de l'expérience du personnel. J'ai été amenée à collaborer avec l'IFEP et AMA pour animer un groupe de travail spécifiquement sur le sujet de l'expérience patient en Nutri. Donc, c'est au titre de l'IFEP que j'ai coordonné ce groupe de travail dans lequel on a rédigé un document de synthèse sur comment améliorer concrètement l'expérience des patients en imagerie. Et c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Donc, l'expérience patient en imagerie, parce que chaque patient mérite une expérience positive. Je vous ai remis cette diapo-là parce que ça fait partie, je pense, de l'ADN de l'IFEP, mais aussi de l'ADN de Philips, et c'est ça qui nous a fait collaborer. Donc, l'année dernière, au mois de juin 2020, nous avons commencé des travaux avec un groupe de travail, donc avec des membres adhérents à l'IFEP, avec une mission de la part d'AMA sur comment améliorer l'expérience patient en imagerie et une commande de livrer un document de synthèse de 4 pages pour aider les établissements privés publics sur comment engager une démarche d'amélioration de l'expérience dans leur centre. Donc, pour faire ça, on a été un groupe d'une dizaine de personnes avec des fonctions totalement différentes, donc des représentants des usagers, des radiologues, moi en tant qu'industriel, des personnes avec des profils assez différents. Et donc, du coup, c'est un peu la richesse de notre groupe. On s'est coordonnés pour pouvoir mettre en place une méthodologie de recueil pour pouvoir mettre les éléments ensemble. Donc, on s'est focalisé sur l'imagerie diagnostique dans les centres d'imagerie privés, publics ou mixtes, avec un focus particulier sur ce qui était IRM scanner et échographie. Et on a mené un certain nombre d'entretiens semi-dirigés, donc au nombre de 22 entre novembre et décembre de l'année dernière, complétés d'échanges avec les professionnels. À ça, on a nos expériences croisées pour pouvoir rédiger ce document synthétique qui reprend les grands facteurs clés sur l'amélioration d'expérience patient en imagerie. Alors, ce que je vous montre là, en fait, c'est le document lui-même. Vous voyez le titre ici que j'ai découpé en petites parties. Et ce document-là, vous le retrouvez sur le site de l'IFEP directement. Donc, vous tapez IFEP Expérience Patient et vous pouvez vous connecter pour directement télécharger le document. Voilà, mais je vais vous le parcourir dans les grandes lignes pour le commenter. Donc, Amar en a parlé. L'expérience patient, c'est une notion qui est de plus en plus connue, de plus en plus usitée et qui a des bénéfices assez nombreux. J'ai entouré en rouge ici la partie qui détaille les bénéfices. Ça a plusieurs avantages. Ça a des avantages bien sûr pour les patients parce que ça va contribuer à diminuer leur stress avant, pendant les examens et faire en sorte qu'ils vont mieux vivre les soins et le parcours qu'ils peuvent avoir. Ça améliore leur implication dans les examens et donc ça contribue à avoir des outcomes cliniques de meilleure qualité aussi pour les professionnels de santé. Donc pour le personnel d'imagerie, que ce soit radiologue, secrétariat ou manipulateur, ça contribue aussi à améliorer leur expérience à eux parce que via un patient plus détendu, qui trouve plus de sens dans ce qu'il fait, qui a une meilleure compréhension, ça va fluidifier tout le flux patient et tout le parcours. Ça va vraiment faciliter les examens. Un patient qui bouge moins aura, pour un IRM ou un scan, un examen qui va être bon du premier coup. Et donc, du coup, ça va être plus facile pour le personnel d'imagerie de faire son activité journalière. Et pour le centre d'imagerie, avoir une expérience patient positive, ça a aussi des impacts. On le voit de plus en plus avec des avis Google sur Internet. Les patients prennent de plus en plus la parole sur la manière dont ils vivent les examens. Et donc, un centre qui va garantir à ses patients un bon niveau d'expérience, ça va se refléter aussi dans les avis. Alors, dans le cadre des activités conseils de Philips, où on accompagne les établissements dans l'amélioration de leur expérience patient, moi, j'ai beaucoup de centres qui me disent « Ok, expérience patient, mais moi, j'ai déjà une enquête de satisfaction dans mon centre, elle a déjà de très bons résultats. » Avec le sujet de l'expérience patient, on va au-delà de l'enquête de satisfaction qu'effectivement beaucoup de centres ont, puisqu'on va aller chercher des leviers
vraiment sur la totalité du parcours et aussi sur tout ce qui est vécu ou ressenti. Là où une enquête de satisfaction va venir mesurer un certain nombre d'items prédéfinis que le centre cherche à atteindre. Avec une démarche sur l'amélioration de l'expérience patient, on va vraiment aller plus en profondeur et plus sur les aspects également d'émotion et vraiment de manière plus approfondie. Alors, on a découpé notre document et le parcours du patient en 4 parties. La première, c'est tout ce qui se passe au moment où le patient, on lui demande d'aller passer un examen d'imagerie. Donc, jusqu'au moment où il prend son rendez-vous, ça c'est la première partie. La seconde partie, c'est le jour J, le jour de l'examen. Il se rend sur le centre. La troisième partie, c'est l'examen en lui-même. Et la quatrième, c'est la remise des résultats et puis l'étape suivante avec les résultats de son examen. Donc, sur les patients, le document reprend les facteurs clés pour une expérience réussie en imagerie. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce document, la voix des patients, ce qu'ils nous ont dit, ce que nous ont dit les professionnels de santé. Donc, tout ce qui est demande d'acte d'imagerie, choix du centre, prise de rendez-vous. On a noté un besoin d'explication claire sur pourquoi est-ce que je dois faire cet examen, comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer aussi après l'examen en fonction du résultat. Donc, quelque chose d'assez high level sur le différent guidage. Le fait que ce n'est pas toujours facile pour un patient qui n'a pas passé déjà d'examen d'imagerie d'être orienté sur quel centre où aller. Donc, c'est une bonne pratique également que le médecin demandeur puisse recommander un centre où aller réaliser son examen d'imagerie. Des quantités d'informations distillées au compte-gouttes, au juste nécessaire, ni trop peu. Moi, quand je suis des centres, je vois beaucoup de centres qui, lorsqu'ils font de la prise de rendez-vous par téléphone, le secrétariat demande une liste de documents à apporter, parle de l'ordonnance pour les produits de contraste, parle du questionnaire de contre-indication, enfin une pluie d'informations pour le patient, alors que le patient, finalement, il téléphone pour avoir un lieu, un jour, un horaire et quelques infos. Mais le fait de l'arroser de beaucoup d'informations peut des fois nuire à sa capacité à absorber les choses. C'est quand même pour les examens en modalité lourde, IRM et scanner, quand même un certain nombre d'éléments à emmagasiner et ça peut faire que du coup, il en oublie un certain nombre. Donc, c'est aussi doser les informations. Bien sûr, une prise de rendez-vous simple, rapide et efficace, avec des informations simples sur les documents à apporter. L'aspect nous ont remonté aussi, c'est les règlements. Ce n'est pas toujours évident pour les patients de comprendre, quand on parle de forfait technique, de savoir s'il va y avoir des dépassements d'honoraires, est-ce que le tiers payant va s'appliquer, le reste à charge. Ça, c'est des éléments qui sont peu discutés au moment de la prise de rendez-vous, mais qui sont demandés finalement pour les patients d'avoir de la visibilité, de la clarté sur la manière dont ça va se dérouler sur ce sujet-là. Bien sûr, des confirmations de rendez-vous par SMS, mail ou téléphone, ça c'est aussi apprécié par les patients. De plus en plus de centres le font, hein, quasi maintenant tout le monde, et c'est quelque chose qui est vraiment devenu la norme du coup aussi avec Doctolib qui a montré le chemin. Donc ça aussi pour les examens d'imagerie, c'est une bonne pratique à suivre. Et bien sûr, des délais de rendez-vous courts et adapté au type de prise en charge en fonction de la gravité et de l'urgence du cas. Ça, c'est aussi quelque chose d'important et ça contribue aussi au fait que plus le rendez-vous va être adapté en termes de délai, plus le patient va ne pas oublier et va se rendre au rendez-vous de manière adaptée. Voilà, donc c'est les principaux éléments qui nous ont été remontés sur toute la phase amont du jour de rendez-vous. Et on remet à chaque fois des verbatims positifs et négatifs de patients qu'on a interviewés. Donc, c'est aussi une étape, même si elle est vraiment en amont de ce à quoi vous êtes confronté en tant que radiologue, qui est importante et qui est génératrice de stress pour le patient. Et avec des délais d'IRM à 20 ou 30 jours selon les régions, c'est aussi une période longue. Ama parlait de temporalité différente pour les patients et pour les soignants. Ce temps-là, c'est un temps où les patients vont être amenés à cogiter, à créer de l'angoisse et à faire que l'angoisse va certainement monter par rapport au jour de l'examen, en fonction bien sûr de la raison pour laquelle ils viennent passer cet examen. Pour la deuxième étape, arriver, accueil, formalité administrative et attente, donc le jour J, le jour du rendez-vous.
C'est une étape importante parce que c'est le premier contact physique en fait, du patient avec le centre d'imagerie. Et c'est important d'avoir des informations logistiques, donc sur l'accès, le stationnement, la localisation, parce que ça peut aussi être générateur de stress. Clarté et simplicité du système d'attente-enregistrement en fonction du type d'établissement dans lequel le patient va se rendre. Il peut avoir un pré-enregistrement à la réception centrale de l'hôpital, souvent dans les hôpitaux c'est comme ça, et ensuite passer dans le service d'imagerie pour avoir un autre enregistrement. Donc c'est des parcours qui ne sont pas toujours évidents, et plus il est court et simple, plus ça va aller vite et plus ça va bien se passer. Un accueil humain, agréable, bienveillant et personnalisé, ça on va le retrouver à toutes les étapes, et les notions de simplicité et d'efficacité. Confidentialité des échanges. On y pense souvent au moment des résultats. On y pense peut-être un peu moins au moment administratif, alors que c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de monde dans les salles d'attente, il y a des couloirs, etc. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour les patients de pouvoir échanger en confidentialité avec le secrétariat. Un élément qui vous concerne plus directement, information sur la possibilité d'échanger avec le radiologue le jour de son rendez-vous. Les patients nous ont dit, moi je souhaite qu'on me dise ce qui va se passer après, une fois que je vais être sortie de la salle d'examen. Est-ce que je vais voir le radiologue ou est-ce que je ne vais pas le voir? Est-ce que c'est le médecin qui a demandé l'examen qui va me débriefer sur ce qui a été vu dans le diagnostic? Comment est-ce que je vais recevoir le compte-rendu? C'est des choses souvent qu'on annonce aux patients post-examen. La demande, là, c'est vraiment de se dire, quand on s'est dit au moment avant l'examen, c'est plus clair sur ce qui va se passer après l'examen, et donc c'est plus fortement apprécié. Et plus on facilite la clarté et la visibilité sur des étapes, plus on réduit le degré d'anxiété. C'est quelque chose d'important. Et puis des choses liées à l'environnement effectivement architectural et l'ambiance dans le service, où plus ça va être spacieux, clair, confortable, avec une ambiance chaleureuse, plus ça va être apprécié des patients. Sur la partie examen, donc le moment où le patient va être appelé par le manipulateur ou le radiologue en fonction du type d'examen, la première étape, c'est sur les cabines. C'est apprécié aussi quand c'est une atmosphère claire, propre, simple, avec des possibilités de pouvoir déposer ses effets personnels dans un lieu sécurisé et adapté. Parce que lorsqu'on doit enlever ses lunettes, ses bijoux, son appareil dentaire, où on n'a pas envie de le laisser sur une tablette dans une cabine, on a envie que dans un endroit adapté. Le respect de l'intimité, on a interviewé différents centres, mais c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement, le fait qu'on n'est pas toujours à l'aise en fonction de là où est-ce que les cabines sont situées, la manière dont les portes sont ouvertes, etc. On peut se retrouver dans des ambiances un peu de couloir, même si on est dans une cabine. Et ça, c'est quelque chose d'important pour les patients, que l'attente soit limitée une fois qu'on est déshabillé et que le respect d'intimité soit garanti aussi dans cette partie-là. Communication personnalisée et détaillée sur le déroulé de l'examen. Bien sûr, le côté empathique avec le manipulateur, le côté conversation va faire que l'accompagnement va être adapté et que le patient va se sentir de mieux en mieux. Ils nous ont aussi beaucoup parlé de standardisation de la prise en charge. Pour les patients qui viennent de manière régulière ou qui sont déjà venus plusieurs fois, le fait d'être pris en charge toujours de la même manière, c'est quelque chose de rassurant. On a des patients qui nous ont dit, j'ai pas compris, la dernière fois on m'avait dit je peux garder mon collant, cette fois-ci je pouvais pas le garder. Sur la partie, ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie intimité, le fait que ce soit quelque chose qui soit reproductible, c'est aussi un élément qui rassure les patients, qui fait qu'ils vont se poser moins de questions. On nous a parlé également de l'ambiance, je parlais tout à l'heure de l'ambiance chaleureuse, mais aussi l'ambiance au niveau température, que ce soit pas trop froid, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont parlé du fait que comme ils étaient dénudés, ils avaient beaucoup plus froid. Et un accompagnement de bout en bout, donc vraiment être accompagné pour aussi être installé sur les tables d'IRM et de scan si besoin. Dernière étape, donc on sort, on repasse par le rhabilloir, pour le coup, plus le déshabilloir.
l'élément fondamental, et je crois que c'est l'élément fondamental finalement de tout ce 4 pages, c'est le fait d'avoir un échange systématique avec le radiologue dans un langage compréhensible pour le patient, lors d'un échange personnalisé et confidentiel avec idéalement un bureau dédié. Alors, tous les patients ne demandent pas systématiquement à voir le radiologue, mais il y en a quand même beaucoup qui souhaitent le voir. Et dans les patients qu'on a interrogés avec, encore une fois, différents centres, il y en a finalement assez peu qui ont eu l'opportunité de parler directement au radiologue. Et ça, c'est un élément important parce qu'on vient passer un examen dans un centre d'imagerie. On attend 15 jours, 3 semaines pour avoir ce rendez-vous et avoir enfin le diagnostic. Et nous, on a parlé à des patients qui nous ont dit: «Moi, je suis sortie du centre, je savais pas plus qu'en arrivant. Je savais je Ma famille m'appelait en me disant: «Alors, est-ce que tu as eu le résultat?» «Ben non, je ne sais pas, j'ai pas vu quelqu'un», ou même des fois, ils n'ont pas le compte rendu en repartant. Donc il y a certains patients qui ont, voilà, 0 information, et ça, c'est quelque chose qui est, difficile à vivre parce que, on attend longtemps pour avoir son examen et puis finalement on repart sans rien. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais en tout cas, c'est un point, hem, important et qui, a été relevé par, beaucoup de patients. Alors, lorsqu'il voit le radiologue, ce qui est apprécié également, c'est d'avoir des informations sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le patient retourne voir son médecin prescripteur? Quelle va être la prochaine étape en fonction de ce qui a été vu dans les images? Voilà, et dans tous les cas, le fait d'avoir une mise à disposition rapide du compte rendu et des clichés est également apprécié, de ne pas attendre trop longtemps après l'examen. Voilà, donc sur les 4 étapes, les facteurs clés, vous retrouvez la totalité du document sur le site de l'IFEP, comme je vous disais. Je regarde où j'en suis, je suis un petit peu en retard. Sur la dernière page du document, voilà, vous retrouvez comment engager une démarche d'amélioration de l'expérience patient, donc qui mobiliser une équipe pluridisciplinaire, radiologue, secrétariat, management, brancardage, c'est toutes ces fonctions-là à mettre ensemble, et patients bien sûr, à mettre ensemble autour de la table, et vous retrouvez voilà, un peu plus de détails sur les centres qui veulent engager ce type de démarche, comment s'y mettre. Je vais finir juste avec 2 mots sur comment Philips s'engage également dans la transformation de l'expérience patient en imagerie. J'ai repris une partie prestation de service et une partie produit. Donc, il y a 2 grands axes en imagerie sur lesquels on peut accompagner l'amélioration de l'expérience patient. Il y a l'activité conseil dont je vous ai parlé, donc une équipe de consultants spécialisés en imagerie médicale qui vient accompagner les équipes avec des approches de co-création. Donc, on vient sur votre site interviewer des patients et travailler avec l'équipe de professionnels de santé en place pour aller identifier les leviers et aller faire un état des lieux sur l'expérience actuelle et vous accompagner dans la durée. Donc ça, c'est le premier élément, un accompagnement organisationnel. Et le second, c'est des solutions plus technologiques. Donc là, vous voyez des photos du système qu'on appelle Ambient Experience Inboard, qui a eu le prix de l'innovation sur le thème de l'expérience patient au JFR 2021. Et ça permet de sélectionner, que chaque patient puisse sélectionner une ambiance lumineuse et une vidéo qui va lui être projetée pendant qu'il est dans le tunnel. Ce qui va permettre de distraire le patient, de le détendre et de faire en sorte que l'examen se fasse de manière plus rapide parce qu'il va être plus détendu, il va moins bouger et ça diminue de manière considérable. Il y a des études qui ont été faites au Danemark, ça diminue de moins 70% le taux de rescan. Donc les examens soit interrompus, soit les examens à refaire. Voilà, donc c'est des technologies qui sont de plus en plus installées dans les centres et qui ont un réel impact sur l'expérience des patients. Alors, il y a une question dans le chat, Stéphanie, c'est qu'est-ce qui a conduit à mener ce groupe de travail et cette étude voilà, du fait des volumes d'actes de radiologie et de la radiologie comme point central dans les prises en charge des patients, donc point d'interrogation, des remontées mauvaises ou bonnes sur l'expérience patient. Donc, voilà, c'était quoi, donc, pourquoi plus particulièrement peut-être la radiologie là, ou c'est parce que de toute façon vous avez mené des actions au niveau de l'Institut dans différents domaines? Alors, je ne veux pas répondre. Tu veux répondre? Tu veux te répondre? Exactement. Non, mais oui, je peux répondre. Effectivement, on avait bien identifié que l'imagerie jouait un rôle clé dans les parcours de patients. Et donc, ça nous semblait indispensable qu'on puisse
intervenir sur ce thème. On a intervenu sur beaucoup d'autres thèmes, mais celui-là, il avait aussi une composante qui nous paraissait intéressante, puisqu'il y a une part technologique qui est forte, et cette technologie peut, dans certains cas de figure, constituer un obstacle avec l'humanisation du parcours de soins, et on s'était dit que ça pourrait avoir du sens de réussir à concilier un progrès et un apport technologique incontestable avec, malgré tout, le maintien d'une expérience humaine la plus favorable possible pour le patient. Et on a eu très vite des échos favorables de la part des radiologues pour travailler sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Donc, voilà, on va continuer un petit peu du point de vue, donc, effectivement, de l'activité d'un radiologue. Donc, tac, 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 tac. Et puis après, terminer par des questions. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vous redis bonjour à tous. Voilà, moi, je suis Laurence Rocher, je suis radiologue. Je suis donc actuellement chef de service de radiologie à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Et je suis aussi représentante de la SFR pour le groupe Information Patient, et je fais partie des groupes d'enseignants qui s'occupent au niveau de la formation des internes, de les sensibiliser à la relation patient, aux difficultés éventuelles de cette relation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement j'interviens aujourd'hui, et j'ai fait la connaissance donc plus récemment, depuis environ 1 an ou 2 ans environ à MAM, je pense, de l'Institut. Et Stéphanie et Ama ont tous les deux participé aux dernières Journées françaises de radiologie. Je les en remercie également. Donc, au niveau des radiologues, et donc vous êtes tous radiologues ou en formation ou en fin de cursus, eh bien, là, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de prendre du recul par rapport à votre métier et par rapport à notre obsession du compte-rendu. Voilà, on a tellement peur quand on est radiologue de se tromper qu'on devient, on perd un peu notre sens commun médical et notre recul par rapport à un parcours de patient, parce qu'on est un peu embrigadé dans une espèce d'attitude dogmatique de je dois faire le compte-rendu du patient. Voilà. Et donc, ce qu'il faut là, c'est prendre du recul par rapport à la fois à votre situation actuelle et par rapport à votre futur métier. Et vous allez voir que la radiologie, alors peut-être parmi vous, il y en a déjà qui remplacent dans le privé, par exemple, et ça, c'est une très bonne expérience pour s'apercevoir que les fonctionnements sont différents. Mais la radiologie, maintenant, c'est un énorme polymorphisme d'activités. Ça peut être le cabinet en ville, mais lui-même, le cabinet en ville, il est maintenant rarement isolé. Il est toujours en lien avec un archivage numérique qui va concerner plusieurs cabinets de radio. Ça peut être des gros hôpitaux, là, ça peut être des centres de cancérologie. Ça va concerner des patients qui sont adressés par un patient complètement externe, adressé par un médecin traitant ou un médecin spécialiste de l'extérieur, des patients hospitalisés, des patients consultants, des services de radio. Et donc, on est sur un polymorphisme à la fois de patients, de structures de radiologie, et aussi alors les patients, on a à la fois donc l'imagerie in utero. Le patient, il n'est pas encore entre guillemets en vie extracorporelle, puisqu'on a l'imagerie fœtale, on a de l'imagerie du grand vieillard, de l'imagerie du nourrisson, etc. On a un énorme polymorphisme de patients et de ses accompagnants. Et donc, là, le recul, par exemple, pour comprendre l'expérience patient dont nous avons parlé Ama et Stéphanie, vous pouvez commencer en tant que, simuler la prise d'un rendez-vous en imagerie dans votre unité ou dans une autre, et peut-être ça vous est déjà arrivé, bien sûr. Et donc, on se rend compte maintenant, actuellement, avant, c'était assez classique, on devait se rendre sur place ou téléphoner au cabinet. Et maintenant, on a un polymorphisme de demande et de façon de demander,
où on a des grosses centrales téléphoniques dans des grosses structures hospitalières, privées ou publiques, où on a par moment, on doit se déplacer encore maintenant dans certaines structures, en particulier à l'hôpital, hein, ça arrive encore, donc uniquement pour prendre rendez-vous, alors que voilà, parce qu'il y a aussi des patients qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, hein, et donc Doctolib, tout ça, c'est pas pour eux. Il y en a beaucoup des patients encore comme ça maintenant. Par moment, ils arrivent devant des guichets fermés parce que c'est en dehors des ouvertures, les heures d'ouverture ne sont pas mentionnées sur les sites. Ça peut être encore je dirais des téléphones, et donc souvent il y a des lignes occupées, il y a des répondeurs, tapez 1, tapez 2, etc. Ça peut être par mail, ça peut être directement pour les patients hospitalisés par le logiciel et l'application informatique pour la demande d'examen. Et donc il va falloir prendre en charge tous ces types de demandes qui vont avoir un aspect extrêmement différent. Ça peut être uniquement sur l'application informatique, par exemple sur Orbis à la PHP, mais ça peut être aussi des demandes qui sont envoyées par mail, des demandes encore sur papier, il y a encore des services où il y a encore du scan. Ça peut être des demandes donc, sur des ordonnances dans lesquelles il n'y a pas forcément le numéro de téléphone du médecin. Par moment, il n'y a pas du tout de renseignements. Et donc, nous, on doit s'adapter à tout ça. Et c'est pour ça que nous devons nous organiser déjà pour avoir cette traçabilité, hein, parce qu'une fois que le patient est parti, pour dire au fait, le médecin, là, j'ai perdu la demande, ça a été mis à la poubelle, l'équipe a changé, etc. Et si on n'est pas organisé en termes de traçabilité pour que les demandes extérieures soient scannées et mises dans le dossier informatique du patient, on se retrouve par moment dans des grandes difficultés. L'accueil, c'est important. Essayez de visualiser dans le service où vous travaillez. Si vous êtes patient, vous vous mettez, voilà, comment est l'accueil? Est-ce qu'il y a du monde pour vous répondre? Est-ce qu'il y a trop de monde par moment? Est-ce qu'il y a du bruit, hein, l'environnement sonore? La réalisation, on en a parlé, en général, ce n'est pas ça qui pose le plus de problèmes, hein. Les manipulateurs et les aides-soignants qui s'occupent des patients, ils sont bien dans leur rôle d'accompagnant et dans l'explicitation, ils font ça tous les jours. Ce qui pêche le plus souvent, c'est après, c'est là-dessus que je vais insister, c'est la suite. Hein, et ce que le patient demande, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais voir un radiologue? Est-ce qu'on va me donner des explications? Est-ce que le médecin qui a demandé l'examen va avoir le compte-rendu ou pas? Est-ce que moi, je vais avoir le compte-rendu? Est-ce que je vais avoir les images? Et tout ça, c'est souvent un grand flou sans beaucoup d'explications. Hein, l'organisation, alors quand c'est à l'hôpital, c'est souvent multifactoriel. Il y a les internes en formation, il y a les radiologues seniors. Tout le monde n'est pas forcément H24 sur la console parce qu'on donne 150 avis, parce qu'on est un RCP, parce qu'on a en même temps des réunions. Et donc, l'organisation, elle est multifactorielle et c'est souvent là que on s'engouffre dans la brèche d'un patient qui ne va pas être très content parce que voilà, il n'aura pas forcément été entendu. Il n'y aura pas eu d'entretien après. Le compte-rendu, c'est la grande préoccupation médicale, mais ça n'est vraiment qu'un élément de notre travail. Hein, et on sait bien que voilà, on a aussi donc des comptes rendus en préliminaire qui vont être validés de façon définitive, hein, par en général voilà, des radiologues seniors quand on est à l'hôpital. Mais en fait, le plus important, et ce que souligne l'enquête faite de l'Institut, c'est le devenir du patient. Est-ce qu'on lui a proposé de voir un radiologue? Est-ce qu'on lui a dit, vous viendrez chercher vos résultats? Vous prenez le CD, nous, on enverra le compte-rendu au médecin traitant. Ou alors, vous allez sur votre compte, vous tapez les mots de passe et puis vous téléchargez les images, le compte-rendu. Hein, de plus en plus, maintenant, beaucoup de groupes proposent donc de récupérer, comme ça ne fait même pas de CD à graver. On récupère tout sur le site. Et après, ça peut poser des problèmes de transmission, hein, aux différents médecins. Voilà, on a eu énormément de progrès sur l'irradiation, sur la qualité des images, etc., sur les capacités diagnostiques, mais on a aussi un grand nombre d'examens interprétés dans une journée. Et donc, forcément, mathématiquement, ça diminue le temps consacré aux patients.
Et actuellement, on est peut-être dans une zone de stabilité, mais encore, ce n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas faire tellement plus d'examens que ça par machine. Mais voilà, on a parmi tous ces patients ici que j'ai mentionnés là sur le PACS, eh bien, lesquels vont avoir besoin d'un contact plus personnalisé, eh bien, ce sont ceux qui le désirent, mais si on leur demande, et si on ne leur demande pas, eh bien, ils vont pas oser le dire. Ceux chez qui a été découvert une lésion grave, parce que ça va être compliqué pour eux de recevoir un compte-rendu en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, ou dans la rue, quand il va récupérer son examen, si il n'a pas du tout été préparé et s'il n'est pas accompagné, hein, et si on a donc une lésion inattendue. Voilà, et donc pour ça, il faut s'organiser. Alors, dans la préannonce en oncologie, il n'y a pas de règles. Il y a des fiches INCA qui ont été écrites et les radiologues maintenant font vraiment partie de la préannonce en oncologie, dans ces différents temps qui sont bien identifiés et la radiologie est maintenant partie prenante. Il peut y avoir donc de la jurisprudence sur la relation radiologue-patient. Il n'y en a pas beaucoup sur la façon d'annoncer parce que c'est peu tangible, mais par contre, sur les défauts d'information, là, il y a de la jurisprudence et donc c'est indispensable d'avoir ça en tête. Il y a eu des fiches qui ont été éditées sur les phrases qu'il ne faut pas prononcer, voilà, avec des perles en imagerie médicale. Et voilà, je fais hommage à tous mes prédécesseurs qui ont œuvré à ces informations qui ont été éditées, mais qui ne sont probablement maintenant peu distribuées. Et donc ça, c'est très important d'en avoir connaissance. Voilà le dispositif d'annonce prévu par l'INCA avec ici la place des radiologues. Et donc, vous voyez que nous sommes individualisés et donc il y a des verbatims proposés et de l'aide pour les radiologues pour savoir comment préannoncer les choses. D'abord, et ça c'est le plus important, c'est prendre connaissance du dossier. Maintenant, quand on est à l'hôpital, le dossier informatisé, on ne peut pas faire une vacation de scanner ou d'IRM sans ouvrir le dossier médical. Et voilà, le mieux, et surtout quand le patient n'est pas suivi en particulier dans le centre pour le coup, et bien dans ces cas-là, il est indispensable d'aller le voir avant, après l'examen pour savoir ce qu'il en est. Parce que le patient, ça peut être simplement lombalgie, puis on s'aperçoit qu'il y a des anomalies importantes, et en fait, tout était déjà connu, alors ça ne sert à rien de faire 15 000 alertes, parce que en fait, voilà, le patient il est suivi dans un circuit complètement parallèle et qu'il n'a pas du tout envie d'en voir de nouvelles informations, des alertes, etc., parce qu'en fait, il connaît déjà tout. Donc, c'est très important de prendre connaissance de ce que le patient connaît de son état. En fonction des techniques, on a différents types de contacts. En échographie, on a le patient sous la main, donc ça, c'est le mode privilégié justement pour à la fois recueillir et informer le patient. Encore faut-il le faire de façon professionnelle. Et quand on a des mauvaises nouvelles à annoncer, eh bien forcément, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Et il faut mieux le recevoir une fois que le patient est dans une position qui est quand même plus optimisée qu'allongé, dénudé sur le brancard. Et donc, il faut savoir prendre le temps de s'asseoir pour parler. En IRM, en scan et en standard, etc., donc il y a souvent un délai qui permet de se préparer. Ce qui est mieux donc de ne pas faire repartir un patient externe pour pouvoir le voir, mais ce n'est pas toujours possible, et de prendre contact avec les médecins demandeurs, qu'ils soient donc le médecin urgentiste, le clinicien de l'hôpital, etc. Les annonces sont graduelles. Alors, on a parlé souvent de confidentialité, donc il faut faire attention, bien sûr, aux portes ouvertes qui vont donner sur la salle d'attente, voilà, en fonction de l'architecture des services. Là, ça peut être la cabine, elle n'est pas forcément très large, mais si on n'a pas mieux, il vaut mieux voir un patient dans une cabine que de ne pas le voir. Les salles de confidentialité, je vous ai mis quelques exemples. Voilà celle qui était là à Bicêtre en 2008.
Celle de 2018, vous voyez, qui sert maintenant pas mal de rangement parce que dès qu'on a de la place à l'hôpital, eh ben, c'est occupé. Et maintenant, moi, je suis à Béclair, il n'y a pas du tout de salle de confidentialité qui a été prévue pour voir les patients. Eh bien, voilà, je les vois dans mon bureau quand j'ai besoin. Il vaut mieux donc s'asseoir pour parler, hein, et ne pas hésiter à avoir une empathie non verbale. Ça, c'est les recommandations que je donne aux internes. Alors, le compte-rendu en ligne actuellement, eh bien, c'est de plus en plus utilisé. Eh bien, ce n'est pas toujours facile, hein, de recevoir des comptes rendus difficiles chez soi ou même sur son téléphone portable dans la rue. Donc, quelles sont les actions menées? Eh ben, je vous invite, vous avez probablement peut-être déjà participé au module fondamental national des DES où nous donnons des petites scénettes d'apprentissage pour montrer des exemples de préannonces difficiles, de patients compliqués, de patients agressifs, pour vous aider à trouver des outils pour parler aux patients. Au JFR, vous avez plusieurs cours sur la relation avec le patient, hein. Chaque année, il y a des thématiques différentes, il y a des fiches de l'INCa. Prenez connaissance aussi, vous savez qu'il y a des commissions des usagers dans les hôpitaux et dans les groupes, hein. Il y a la commission centrale à la PHP, par exemple, et c'est là actuellement, on est en lien avec eux pour essayer d'améliorer le vécu des usagers en imagerie médicale. Et il y a les différentes accréditations, et bien sûr, ça, c'est bien quelque chose qui va être bien sûr vu lors de l'accréditation. Les difficultés principales, eh bien, c'est les prises de rendez-vous, c'est toujours souvent compliqué. Et le problème principal que nous avons en tant que radiologue, c'est le manque de temps, parce que c'est difficile, hein, de voir tous les patients. C'est même impossible, je pense, par exemple, en scanner. Et donc, il va falloir sélectionner les patients à voir et s'aider du personnel pour nous aider, parce qu'on forme les juniors, parce qu'on est interrompu de façon régulière dans les tâches, parce qu'on est programmé parallèlement en staff, parce que les examens de début de vague sont faits par moments de façon, entre guillemets, non médicalisée en termes de présentiel. Et donc, eh bien, par moment, le patient est parti, c'est un examen sans injection, et hop, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on n'a aucun renseignement. Et donc, voilà, les difficultés, elles sont réelles. Et donc, moi, je vous invite à avoir une vision comme un patient de votre service, de votre lieu de travail, de tester des lignes téléphoniques, les adresses mail régulières qui sont données aux patients pour voir si effectivement ça marche, de vous faire aider par l'équipe de PNM, de voir s'il y a un affichage dans les cabines et salles d'attente. Est-ce une cotation de consultation, si on prend plus de temps pour un patient, est-ce que c'est possible? Voilà, ça, c'est peut-être des pistes. Et donc, je pense que, comme nous a dit Stéphanie et Ama, ce sont les patients qui vont faire bouger un peu les radiologues et leurs équipes, mais on va vraiment forcément à l'avenir être questionné, hein, sur notre rendu et sur le devenir des patients. Il faut trouver une organisation qui est adaptée au parcours pressenti du patient et cibler les patients demandeurs. Et voilà, je voulais insister sur le rôle du radiologue senior pour former les plus jeunes à cet aspect de notre exercice. Voilà, alors donc je vais voir sur le chat si on a éventuellement des commentaires ou des questions, parce qu'on arrive effectivement à la fin. Alors, j'arrive pas à voir le chat. Alors, il y avait une question, mais Oui, elle a été répondue pendant tout l'exposé. d'accord. C'était de ces échanges et présentations, on retient des facteurs clés à mettre en place communs à tout type d'expérience patient, mais l'étape d'après n'est-elle pas justement de réussir à individualiser cette expérience, réussir à s'adapter à chaque individu, celui qui veut beaucoup d'informations, celui qui en veut moins, etc. Et voilà, au fil de ta présentation, Laurence, tu as répondu. Oui, effectivement, mais le fait d'insister sur le patient qui ne veut pas du tout entendre avoir aucun mot, ça c'est régulier. Le plus important dans ces cas-là, c'est que le médecin demandeur de l'examen ait bien les informations pour le coup, parce qu'il faut savoir se protéger. C'est pas parce que il va pas vouloir recevoir d'informations que derrière ça va forcément bien se passer, voilà, à la suite, et il pourra peut-être après de me dire mais on ne m'a rien dit, etc. Donc ce que je recommande aussi, c'est que quand on a donné une information, eh bien, il faut le mettre dans le compte-rendu. Il faut dire qu'est-ce qu'on a donné comme information et à qui. Voilà, et donc, quand on a fait une alerte particulière, moi, je le mets systématiquement dans le compte-rendu et je dis aux médecins et à mes collègues juniors et seniors, hein, de le faire.
Je fais ça tous les jours. J'étais en vacation de scanner ce matin. Voilà, il y a au moins 5 patients pour lesquels il y a eu voilà, des alertes à donner, des prises en charge à faire, etc. Ça prend du temps. Mais voilà, le seul patient pour qui je ne l'ai pas fait, un externe, et bien évidemment, j'étais obligée de rattraper ça l'après-midi avec rechercher le numéro de téléphone, etc. Parce que sur un scanner lombaire, je n'avais pas eu le temps de voir le patient et il y avait des lésions sur les ovaires. Voilà, un exemple type, mais tellement classique, hein, et le patient complètement externe et qui n'avait jamais consulté à l'hôpital. Voilà, c'était ma journée d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas parfait, mais on cherche à s'améliorer tous les jours. C'est la qualité. Est-ce qu'il y a pas d'autres… alors, le chat, je ne vois pas. Je sais pas. Ah, si, voilà. Enregistré, non. Conversation. Ah, bah, parfait. On arrive un peu à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez été sensibilisés à cet aspect de votre métier parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus pour lesquels les patients vont nous faire bouger. Je voulais savoir si éventuellement Ama ou Stéphanie ou d'autres personnes voulaient s'exprimer pour éventuellement donner un autre éclairage. Écoute, on arrive effectivement à la fin de cette séquence. Non, je crois que c'était complémentaire. Moi, j'ai trouvé comme propos, on a essayé d'être assez concret à tous les trois et j'espère que ça répondait à l'attente des participants. J'ai juste envie d'inviter chacun et chacune à aller consulter régulièrement le site de l'Institut français de l'expérience patient parce qu'on essaye de régulièrement alimenter la réflexion des professionnels de santé avec ce qui se fait en France et ce qui se fait dans d'autres pays. Et je crois que, évidemment, c'est des sujets, comme tu le disais, Laurence, sur lesquels on va progresser ensemble. Et donc, une fois qu'on y est sensibilisé, il faut entretenir cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de membres de l'Institut. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui peuvent devenir membres de l'IFEP. Il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire. Ouais, je disais que j'étais invitée jeudi aux journées d'innovation en biologie et donc les biologistes veulent également commencent à se dire mais mince, maintenant tous les résultats sont en ligne et par moment les conditions de réception des résultats sont pas forcément en attente avec nos principes, mais comment faire autrement, comment cibler les patients, comment faire le filtre. Voilà, chacun se pose des questions et est en chemin. Très bien. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie bien sûr à l'ensemble des orateurs et le CERF pour son administration. Merci encore. Je ne sais pas si tout le monde est encore avec nous. Jean-Paul probablement est peut-être parti. Mais enfin, voilà. Et le professeur Bérégie est parti, mais merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Merci beaucoup. Au revoir à tous et bonne fin de journée, bonne fête. Bonne soirée. Merci. Au revoir.